C'est un rendez-vous qu'on a voulu pour pouvoir vous présenter nos productions et surtout pouvoir échanger avec vous et aussi vous aider à vous approprier les éléments produits. Donc l'outil que nous allons vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la mise en place des bassins d'emploi en Île-de-France. Donc c'est des bassins qui découlent de la volonté conjointe de l'État et la région d'avoir une carte unique des bassins d'emploi établie sur proposition du CREFOP. Donc il y a d'abord eu... cette volonté s'est exprimée à l'occasion du bureau du CREFOP de février 2016. Ensuite, elle a été confirmée au sein d'une feuille de route État-région en avril 2016. Et le périmètre des 24 bassins, lui, il a été définitivement validé en CREFOP plénier après une concertation territoriale préalable le 9 septembre 2016 et ensuite adopté en assemblée régionale en septembre 2016. Donc ça, c'est pour le cadre. Donc l'objectif qui est poursuivi par l'État et la région, c'est de faire de ces périmètres géographiques la référence, en fait l'échelle de référence, déjà pour la mise en place sur le territoire des politiques régionales et de développement économique, d'emploi, de formation et d'orientation. Également la référence pour l'animation et la coordination des acteurs donc, qui interviennent sur ces champs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Et ensuite, il y avait aussi l'objectif que ces périmètres servent de référence pour mieux adapter l'offre de formation et d'orientation aux réalités du tissu économique et aux besoins des populations. Donc voilà pourquoi ces bassins ont été constitués. La concertation, donc comme je vous l'ai dit, il y a une concertation régionale qui a pour la délimitation des bassins. Elle s'est appuyée sur deux principaux types de critères. Alors tout d'abord des critères institutionnels. Donc c'était pour faciliter la gouvernance et l'intervention concertée. Donc par exemple, dans la mesure du possible, les délimitations des EPT, EPCI ont été conservées et des territoires de projet ont été identifiés pour pouvoir également être pris en compte. Le deuxième type de critères sont des critères pondérateurs, donc taille critique, enjeu de proximité. Et eux, le travail a été fait sur la base d'une analyse faite par l'INSEE et notamment sur les flux domicile-travail. Donc il y a un important travail qui a été fait par l'INSEE aussi pour aider à la délimitation du périmètre. Donc l'un des attendus de ce découpage géographique, c'était de pouvoir observer et partager les données socio-économiques des territoires. Donc il y a un groupe de travail piloté conjointement par l'État et la région qui a été constitué. Le rôle de Défi Métier a été un rôle d'appui pour l'animation et la construction de l'outil. Et différents partenaires ont été associés à la construction. Ce sont des organismes qui produisent ou traitent de la donnée sur l'emploi, la formation. Et donc, il s'agissait vraiment d'un groupe technique qui a validé les choix d'indicateurs, les terminologies employées. Voilà, donc on est vraiment sur du technique. Donc les partenaires en question, ce sont donc le service prospective et évaluation de la région, le service études de la DIREC, l'IAU, l'INSEE, Pôle emploi, la DREA, les services académiques et la CCI de Paris-Île-de-France. Il y a eu un rôle... c'est particulièrement impliqué aussi dans la construction de l'outil en réalisant notamment des cartes sur les bassins, vous verrez dans une des parties de l'outil. Et les logos, vous le verrez, sont présents sur la page d'accueil de l'outil, donc des différents partenaires. C'est un outil qui a été pensé vraiment comme un outil d'aide à la décision. Donc déjà, il permet de construire une connaissance commune et partagée des bassins sur les questions d'emploi, de formation et de développement économique. Ils permettent aux acteurs du territoire d'avoir accès à une multitude d'indicateurs et certains même auxquels ils n'auraient pas eu accès parce que voilà, ils ne sont pas en libre accès. Donc ça permet vraiment, vous allez voir, d'avoir vraiment un panel d'indicateurs très important. Ce sont des indicateurs qui fournissent des éléments de contexte, qui permettent également de soulever des problématiques, d'avoir un faisceau d'indices pour répondre justement aux problèmes soulevés, voire parfois à pouvoir vraiment aider à prendre des décisions.
mais ce n'est pas un outil qui prend les décisions à la place des acteurs. Vous allez voir, les indicateurs, ils nécessitent déjà d'être analysés. Et ensuite, ils vont souvent nécessiter également d'avoir des compléments, soit des études complémentaires, soit peut-être même par la suite, on en reparlera, mais des travaux complémentaires qui seront faits à partir de ces indicateurs, qui seront produits par soit des travaux déjà produits, soit qui pourront être produits avec les différents partenaires. Je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter le fonctionnement général de l'outil, son contenu. N'hésitez pas à intervenir, parce que c'est vraiment l'objet de ces matinales, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de la présentation pour poser les questions que vous voulez. Voilà, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonjour. Alors donc moi je vais vous présenter effectivement l'outil en tant que tel. Ce que je vais vous présenter tout d'abord, c'est comment on accède à cet outil. Après, je vais vous présenter la structuration de l'outil, c'est-à-dire ce qu'on y trouve et comment on accède aux différentes informations. Et enfin, je vais vous présenter aussi les usages qu'on peut faire de cet outil au travers d'exemples. Donc pour cela, on passera en revue les différentes informations auxquelles vous avez accès. Donc tout d'abord, l'accès à l'outil. Donc on y accède via la page d'accueil de Défi Métier. Donc tout en bas à droite, vous avez un ensemble d'outils qui sont disponibles. Et donc l'outil bassin d'emploi se trouve ici tout en bas. Donc il suffit de cliquer sur accéder ici. Et alors, vous avez tout à fait la possibilité, vous, de vous créer un lien direct avec la page ici pour accéder directement à l'outil. Alors, il y a toujours un petit temps quand même de chargement parce que c'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez conséquent, donc il y a beaucoup de données. Donc c'est un outil qui vous propose deux accès. En fait, on a accès à la fois à des fiches de cadrage et à des tableaux dynamiques. Donc c'est deux accès qui sont complémentaires. Donc les fiches de cadrage, on y accède ici via la carte. Donc il suffit de sélectionner le bassin qui nous intéresse pour accéder à une fiche. Donc, je peux cliquer par exemple sur celle-ci. Alors je vais revenir quand même. Oui, non. Et donc l'intérêt ici, c'est que vous disposez déjà d'un document PDF que vous pouvez imprimer et que vous pouvez emporter avec vous en réunion si vous avez besoin notamment. Donc c'est un document qui du coup est statique et qui vous fournit déjà un certain nombre d'informations sur le territoire. Donc on voit qu'en page d'accueil, on a une carte de situation du bassin avec les différentes intercommunalités, quelques informations clés. Et après, tout au long de cette vingtaine de pages, on retrouve sensiblement les mêmes problématiques que celles qui sont présentes dans l'outil, avec des thématiques supplémentaires comme des éléments sur la population, sur les mobilités, et aussi un peu plus d'informations sur le tissu économique. Alors on y reviendra plus tard, parce que je préfère faire la présentation en même temps de ces deux outils, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est vraiment deux outils qui sont complémentaires. Et donc pour désélectionner un bassin, il faut resélectionner dessus. Donc on revient à la carte initiale. Et donc on a accès au tableau dynamique, soit via le menu qui se situe ici à droite, soit sinon via les onglets qu'on retrouve tout le long du déroulement quand on clique sur un onglet. Alors concernant le menu dynamique, on vous a présenté les différentes thématiques disponibles sous forme de questions, pour suggérer aux utilisateurs la façon dont ils peuvent justement utiliser les données qui sont ici présentes. Et alors, on a plusieurs entrées thématiques dans cet outil. C'est des thématiques qui permettent d'essayer d'identifier quels sont les besoins en compétences dans les territoires à travers différentes approches.
Alors, on a tout d'abord une approche sectorielle, c'est-à-dire donc on a une thématique qui permet d'identifier quels sont les secteurs en croissance ou quels sont les secteurs au contraire qui connaissent des pertes d'emploi importantes où on aura donc des besoins en reconversion. On a également une thématique qui présente le profil des actifs, qui est ici, et donc qui permet notamment d'identifier l'âge des actifs, notamment d'une famille professionnelle, pour appréhender si on a des besoins à venir en matière de renouvellement. On a également une thématique qui permet d'analyser le marché du travail dans un bassin donné et qui permet d'appréhender ici plutôt les difficultés de recrutement des employeurs sur certains métiers. Et donc il nous semblait qu'il était important de prendre en compte ces différentes approches, de croiser ces différentes approches donc pour essayer d'appréhender la question des besoins des territoires, parce qu'on peut très bien, par exemple, avoir un secteur d'activité où la dynamique d'emploi n'est pas très importante, mais un secteur pour lequel les employeurs ont des difficultés de recrutement. Par exemple, on a le secteur de la métallurgie où l'emploi est plutôt en décroissance, mais pour autant, on a des employeurs qui ont des besoins en recrutement. Inversement, on peut avoir des secteurs où les employeurs n'ont pas de difficultés de recrutement, mais où les besoins en recrutement sont importants, et c'est des secteurs qui constituent des opportunités potentiellement pour des demandeurs d'emploi. Et alors, pour revenir à mes thématiques, les dernières thématiques qui vous sont présentées dans l'outil sont des thématiques relatives à la formation initiale professionnelle et formation continue des demandeurs d'emploi. Donc, c'est des thématiques qui vous permettent d'identifier les formations qui sont présentes dans les bassins, les formations notamment en lien avec les métiers étudiés. Et alors, juste encore un point concernant donc, cette page d'accueil. Excuse-moi Sophie, juste quand tu dis formation, c'est formation et certification, enfin je ne vais pas être trop technique, mais c'est formation et certification enfin diplôme, pour dire les choses simplement. Oui, c'est les diplômes. C'est les diplômes. Ouais. On y reviendra dans le détail après. Alors, juste pour finir sur cette page d'accueil, donc comme vous l'a dit Béatrice tout à l'heure, on a ici donc, les différents partenaires qui ont participé au groupe de travail. Et puis, on a aussi un petit encadré ici en bas, que je vous invite aussi à regarder, avec tout d'abord, pour l'instant, un seul document. Donc, c'est un document d'ordre méthodologique qui vous présente les sources qui ont été utilisées, donc leur intérêt et leurs limites aussi, et qui présente aussi les indicateurs, qui définit les indicateurs qui sont présents dans l'outil dynamique. Pour ce qui concerne les fiches de cadrage, à la fin de chaque fiche, on a également un glossaire donc, qui revient sur les sources aussi et les indicateurs. Et à terme, ce qui est prévu dans cet espace-là, c'est aussi de faire le lien avec l'actualité sur les études, les productions qui sortiront en lien avec ce périmètre géographique. Donc n'oubliez pas d'aller tout en bas de l'outil. Alors ensuite, donc, si on commence à regarder un petit peu les onglets, donc le premier onglet, donc tous les onglets sont constitués sensiblement de la même façon. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que par défaut, les données sont à l'échelle régionale. Et après, si on veut avoir une information à l'échelle des bassins, donc il faut sélectionner ici un bassin, où on peut sélectionner aussi plusieurs bassins. Donc, par exemple, on peut sélectionner ce bassin ici avec le bassin à côté. S'il veut bien, est-ce qu'on réfléchit un peu ? Voilà, il faut appuyer aussi sur la touche pour les majuscules. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est avec contrôle. Je fais pas. C'est avec contrôle. Voilà, avec la touche contrôle, et ça permet de sélectionner par exemple deux bassins. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que
Donc c'est un outil en fait dynamique qui permet de réaliser des croisements de données à façon et qui permet d'avoir un périmètre aussi d'analyse personnalisé. Donc pour désélectionner, après, il suffit de recliquer sur les bassins. Et alors, l'avantage de cette présentation, il nous semblait, c'est que ça permet de passer facilement d'un bassin à un autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important parce qu'on est en Île-de-France où il y a beaucoup d'échanges. Et donc, c'est important de voir aussi ce qui se passe dans le bassin à côté. Une petite remarque aussi en termes d'usage de l'outil. C'est vrai que si vous utilisez une souris, si on utilise la molette, ça va zoomer sur la carte, ce qui est assez gênant. Donc pour revenir à la carte initiale, il suffit de cliquer sur la petite maison ici. C'est du détail, mais c'est vrai que ça peut être gênant quand on utilise l'outil. Alors si on revient à l'onglet secteur, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est un onglet qui va vous permettre d'identifier les secteurs qui sont en croissance d'emploi ou au contraire les secteurs qui connaissent des difficultés d'emploi, qui va vous présenter aussi là les principaux secteurs du territoire qui vous intéressent. Donc par défaut, ici, on est à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, on va voir, donc on est sur l'emploi salarié. On va voir comment l'emploi salarié se répartit selon les bassins. Donc, vous avez une info bulle qui va vous dire déjà le bassin sur lequel vous êtes et les effectifs en termes d'emploi. Donc, on a déjà une première répartition ici de l'emploi par bassin, ce qui permet aussi de comparer les bassins entre eux. On peut utiliser l'outil avec une approche sectorielle, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, c'est le secteur du transport et de l'entreposage, et je veux savoir où sont les emplois en Île-de-France parmi les bassins concernant ce secteur. Donc on voit ici, on a quelques bassins qui ressortent, avec le bassin de Roissy, le bassin de Paris, le bassin avec notamment Orly, le bassin porte sud du Grand Paris et puis aussi Versailles-Saclay. Et une autre approche enfin, c'est de se dire, moi ce qui m'intéresse, c'est je m'intéresse à un bassin en particulier. Donc, par exemple, porte sud du Grand Paris. Et donc là, on va avoir les effectifs à droite qui vont s'adapter. Et donc là, on aura la répartition de l'emploi salarié par secteur d'activité pour ce bassin en particulier. Et alors, en dessous, vous avez un tableau statistique qui vous donne donc des informations un peu plus précises, même si déjà, ici, on a le nombre d'emplois dans l'infobulle, toujours. Donc ici, vous aurez la part du secteur dans le bassin en pourcentage. Une petite astuce encore, on peut ici, en cliquant là, trier les données. Donc ça, on peut le faire sur chaque colonne, donc ce qui permet vraiment d'analyser en direct sur l'outil selon l'approche qui nous intéresse. Et donc en dessous, vous avez des informations un peu plus spécifiques sur un secteur donné. Donc par exemple, si je sélectionne les secteurs de l'hébergement et de la restauration, je vais voir comment l'emploi salarié du secteur a évolué année par année. Et je vais avoir aussi les perspectives de ce secteur. Alors par contre, on se situe, les perspectives de création d'emplois, on se situe ici à l'échelle régionale. Et alors, enfin, tout en bas, vous avez des éléments sur, plus particulièrement cette fois-ci, sur le tissu productif, à la fois sur la répartition des effectifs d'emploi selon la taille des établissements et la répartition des établissements selon leur taille. Et alors, par contre, ici, il faut resélectionner le secteur qui vous intéresse, parce qu'on est sur une autre source de données, donc c'est les contraintes un petit peu de l'outil. Alors, si on prend un exemple, donc là j'étais sur le bassin de porte sud du Grand Paris, donc si je désélectionne le secteur, c'est comme pour la carte, hein, il suffit de recliquer sur le secteur pour revisualiser l'ensemble des informations. Donc on voit quels sont les principaux secteurs d'activité, notamment le commerce.
On voit aussi quels sont ceux qui ont connu la plus forte croissance d'emploi entre 2008 et 2016. Donc on voit notamment le secteur de l'entreposage avec 19% de croissance d'emploi. C'est vrai qu'on est ici sur un bassin où il y a pas mal de plateformes logistiques. On voit aussi le secteur de l'hébergement médico-social et de l'action sociale avec 20% de croissance. Et alors, ici à droite, vous avez les informations relatives à l'Île-de-France, ce qui permet de comparer pour voir comment se situe le bassin par rapport à la moyenne régionale. Et donc, par exemple, on voit ici qu'on a un secteur qui connaît une croissance, donc c'est le secteur de fabrication de matériel de transport, qui connaît aussi une croissance non négligeable, puisque la croissance d'emploi a été de 11%, ce qui est quand même le double par rapport à la moyenne du bassin. Et on voit que c'est un secteur qui est très représenté, parce qu'il représente 5% de l'emploi du bassin, alors qu'à l'échelle régionale, c'est un secteur qui ne représente que 1,5% de l'emploi. Et alors là, ce que je voulais vous dire, c'est là où justement je trouve que les deux outils sont très complémentaires, c'est que vous avez déjà un premier niveau d'information sur ce sujet dans la fiche de cadrage. Alors, je l'ai sorti ici. Donc on a des informations donc on a les mêmes informations sur l'emploi, qui se situent ici. Donc c'est page 4. Donc on a les principaux secteurs employeurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc on retrouve le commerce, le transport, l'entreposage, l'hébergement médico-social notamment. Et puis on a les secteurs d'employeurs les plus spécifiques, donc c'est-à-dire ceux qui sont davantage représentés dans le bassin que dans les autres bassins. Et donc c'est là où on retrouve notamment fabrication de matériel de transport et d'autres secteurs. Et alors, d'autres informations qui sont intéressantes aussi dans cette fiche, c'est qu'on a des éléments sur le tissu productif. Alors bon, il y a d'autres informations aussi intéressantes, mais ici sur cette page-là, on voit notamment quels sont les principaux établissements employeurs du bassin. Et on voit que le principal employeur sur ce bassin, c'est la SNECMA, qui est aujourd'hui Safran. Et on comprend pourquoi du coup la fabrication de matériel de transport ressort comme un secteur très représenté. Alors, parmi les autres informations aussi qui sont intéressantes sur la fiche, je l'évoquais tout à l'heure, c'est notamment les questions de mobilité. Donc, on a à la fois des informations sur le lieu de travail, la part des actifs résidents qui travaillent dans le bassin et la part des emplois qui sont occupés par des actifs qui résident dans le bassin. Donc, en l'occurrence, sur ce bassin, on voit qu'on a 44% des actifs résidents qui travaillent dans le bassin, donc il y en a moins de la moitié, ce qui est tout à fait représentatif de ce qu'on observe dans la plupart des bassins franciliens. On a moins de la moitié des actifs qui travaillent dans le bassin, dans le bassin de résidence. On a seulement 3 bassins en Île-de-France où cette part est supérieure, c'est Paris, Versailles-Saclay et puis aussi le bassin du sud de la Seine-et-Marne. Et si on regarde du côté de la part des emplois qui sont occupés par des actifs résidents, là on voit par contre qu'on a près de 60% des emplois qui sont occupés par des actifs qui résident dans le bassin. Et c'est vrai que là par contre au niveau des bassins c'est plus partagé, on a la moitié à peu près des bassins pour qui cette part est supérieure à la moitié justement, et la moitié pour lesquels on a la moitié des actifs, des emplois qui sont occupés par des actifs qui résident en dehors. Et alors on a un autre indicateur concernant ce sujet qui est intéressant aussi, c'est l'indicateur de concentration d'emplois. C'est-à-dire qu'il met en rapport le nombre d'emplois dans le bassin avec le nombre d'actifs en emploi. Et donc là on voit que cet indicateur est de 75, ce qui veut dire qu'on a moins d'emplois que d'actifs qui résident, ce qui peut expliquer aussi le fait en partie qu'on a ces déplacements. Donc je ferme cette parenthèse. Non, juste un autre point encore que j'ai oublié de préciser. C'est vrai que dans l'outil dynamique, on a fait le choix de présenter l'emploi salarié, mais par contre, donc, je vais remettre la page ici. Donc vous avez la source ici, hein, donc c'est l'ACOS 2016. Par contre, l'inconvénient de cette source, c'est que du coup, l'emploi public est assez mal représenté.
Donc ce qu'on a fait du coup pour pallier cet inconvénient, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir le poids de l'emploi public dans un bassin, c'est qu'on a placé l'information ici, sur la base d'une source de données qui permet d'avoir une vue plus exhaustive de l'emploi public. Donc on sait que dans ce bassin-là, l'emploi public représente 25% de l'emploi, contre 20% en moyenne en Île-de-France. Excusez-moi, j'ai une petite question. Ça concerne vraiment purement la délimitation des bassins. C'est vrai que généralement, un bassin, c'est un EPCI, ou un EPT. Dans la mesure du possible. Plusieurs EPCI. Oui. Voilà. Ouais. Moi, je me pose la question en travaillant sur le secteur de Roissy. Oui. Parce que les questions, nous, on les a posées régulièrement, là, justement, sur la question de bassin d'emploi entre le Grand Roissy et le Bourget. Et jusqu'à présent, on nous disait que ce n'était pas complètement, finalement, défini. Donc, est-ce que je peux considérer que ce qu'on voit là, on est bien sur une délimitation. Pardon, merci. On est bien sur une délimitation Grand Roissy-Le Bourget définitive et qu'on peut s'acter là-dessus pour travailler sur les projets qu'on peut avoir. Parce que jusqu'à présent, quand on a posé la question, c'était oui, ça devrait être comme ça, c'est pas encore complètement défini. Et là, d'après ce que je comprends, vous nous disiez que les bassins, normalement, devraient être définis tels qu'ils sont là. Ah bah en tout cas, pour ce qui est du bassin Roissy-Le Bourget. C'est Grand Roissy-Le Bourget, parce que du coup, on touche 3 départements. Ouais, c'est pour ça que je me posais la question. Ouais, ouais. On peut bien considérer que c'est acté comme ça. Bah, en sur tout ce cas, bassin d'emploi. le bassin d'emploi, normalement, il n'est pas amené à évoluer. Celui-là, non. Celui-là, non. Oui, c'est important parce que nous, on n'avait jamais la confirmation vraiment. Et pour travailler sur les projets, ça nous pose question. C'est pour ça. Merci beaucoup. On l'a ici. On a la carte détaillée ici. Et c'est vrai qu'on est sur 3 départements. Ouais. Peut-être en profiter pour parler. Alors, si je poursuis ensuite les différents onglets, donc je vais passer à l'onglet suivant, donc qui s'appelle Matrice métier-secteur. Donc, on a voulu introduire ici une table de passage pour passer plus facilement de la thématique secteur à celle des métiers, métiers qui sont entendus ici au sens de famille professionnelle. Donc toujours dans l'optique d'aider l'utilisateur qui utiliserait cet outil, c'est-à-dire que cette matrice permet d'identifier, si on s'intéresse à un secteur donné, quels sont les métiers représentés au sein de ce secteur. Pour cela, on s'appuie sur les données du recensement, et donc les données du recensement 2014, et on est par contre à l'échelle régionale pour des questions de robustesse des données, et aussi parce que pour certains bassins on peut avoir aussi du secret statistique. Et donc du coup ça nous permet, si on sélectionne un secteur d'activité, alors là on est sur métier-secteur, donc c'est une table de passage qui permet de passer soit des secteurs au métier, soit des métiers au secteur. Elle fonctionne dans les deux sens, parce qu'on peut très bien avoir une approche plus métier, et de se dire, moi je m'intéresse à un métier donné, et je veux regarder dans quel secteur travaillent les actifs de ce métier. Donc là, dans la logique plutôt, dans l'approche plutôt secteur, dans l'approche sectorielle, si on regarde par exemple le secteur que j'avais pris tout à l'heure, transport et entreposage, on va voir donc quels sont les principaux métiers qui composent ce secteur. Donc on a conducteur de véhicules, agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme, les employés administratifs de la fonction publique, les cadres des transports et de la logistique. On a aussi des techniciens de la maintenance et des ouvriers qualifiés et non qualifiés de la manutention. Et donc, comme je vous le disais, on peut très bien choisir de regarder, au contraire, donc il suffit de sélectionner ici l'entrée qu'on veut, si c'est plutôt une entrée sectorielle ou une entrée par métier. Et donc là, si je choisis un métier donné, par exemple agent d'entretien, on va voir que les agents d'entretien en Île-de-France travaillent soit dans les activités de services administratifs, dans l'administration publique, l'enseignement et aussi l'hébergement médico-social. Voilà, donc c'est vraiment, pour nous, l'objectif, c'était pas tant d'avoir un chiffre précis
la part des actifs qui travaillent dans tel secteur, mais c'était vraiment plus pour pouvoir sélectionner par la suite en fait un métier donné ou un secteur donné dans l'analyse. Donc si je poursuis ma navigation. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, effectivement, si la logique c'est pas toujours d'avoir des chiffres précis, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir cette déclinaison par bassin? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que bon, pour l'instant, on a fait le choix de rester à l'échelle régionale pour des questions plus de robustesse des données, en fait, parce que c'est vrai, la grande difficulté qu'on a eue avec cet outil, c'est qu'on a des bassins qui sont de taille très variable. Et autant pour certains bassins, on va avoir une masse critique de données suffisante pour que les données qu'on considère qu'elles soient assez robustes. Mais par contre, dès qu'on va sur certains bassins, notamment en Seine-et-Marne, là, on tombe sur des tailles de population beaucoup plus petites. Et c'est vrai que du coup, en termes de traitement des données, on ne pouvait pas ajuster selon les bassins. Donc pour l'instant, on a fait ce choix-là. Après, c'est un outil qui est amené à évoluer. Donc, on peut envisager par la suite de l'adapter, mais voilà, pour l'instant. Alors, donc, si on va cette fois-ci sur l'onglet métier, donc cet onglet vous permet de voir donc la représentation des différents métiers dans les bassins. Et il vous permet aussi d'avoir le profil des actifs selon les métiers. Donc vous voyez, on est sur le même type de présentation que pour l'onglet sectoriel, avec une carte des bassins, une répartition de l'emploi selon, cette fois-ci, les familles professionnelles, et puis après, des informations un peu plus détaillées. Donc si on regarde les différents métiers qui sont présents dans les bassins, donc pareil, on peut choisir, donc je reprends un peu le même bassin pour essayer de dérouler un petit peu mon analyse. Donc on va voir ici la répartition des emplois pour ce bassin ici, donc toujours avec des informations bulles, des infos dans les infobulles. Donc on voit le nombre d'actifs et la part des actifs. Et puis en dessous, on a un graphique aussi qui est intéressant parce qu'on a cette même répartition, mais l'information supplémentaire qu'on a, c'est le lieu de résidence des actifs qui travaillent dans le bassin. Et c'est vrai que c'est une information qui nous semblait intéressante, notamment par rapport à la problématique du marché du travail, parce que ça nous permet de voir dans quelle mesure sur ce bassin, et selon les familles professionnelles, si le marché du travail était plus ou moins local. Par exemple, on voit que les agents d'entretien qui travaillent dans ce bassin-là, ils ont plutôt tendance à résider aussi dans le bassin. Inversement, si on prend des emplois plutôt de cadre, et notamment les emplois de personnel et d'études et de recherche, on voit qu'ici, les actifs qui travaillent comme personnel d'études résident assez peu dans le bassin. Alors, sur cette page-là, on a un tout petit souci d'affichage, c'est que pour l'instant, dans l'infobu, on n'est pas en pourcentage, mais on va corriger ça rapidement. Et puis, pareillement, ici, là, la légende ne s'affiche pas correctement. Mais ça, c'est pareil, la semaine prochaine, on va corriger. Il y a encore quelques bugs sur l'outil, mais on s'en excuse. Donc voilà pour cette première approche. Et donc, si on regarde donc, sur ce bassin-là, donc on voit que les principaux métiers qui sont représentés, donc on a donc, notamment on a les enseignants, les agents d'entretien, on a des métiers dans le domaine du commerce, et puis on retrouve un peu les spécialités qu'on avait identifiées au départ, notamment dans le transport, parce qu'on a les métiers ici de conducteurs de véhicules, et puis on a aussi les ouvriers qualifiés de la manutention et les ouvriers non qualifiés de la manutention. Ce que je voulais vous dire aussi concernant cette page, et toujours pour faire le lien avec la fiche de cadrage, c'est que c'est des informations qu'on trouve aussi dans la fiche de cadrage. Donc ces informations, elles se trouvent page 12 de la fiche de cadrage, où on a effectivement les principales familles professionnelles et les familles professionnelles aussi les plus spécifiques. Donc c'est vrai que moi je conseillerais pour les gens qui veulent analyser un bassin de regarder d'abord les informations dans la fiche de cadrage et puis après d'affiner l'analyse avec l'outil
l'outil bassin. Et alors, l'autre avantage aussi de cette fiche de cadrage, c'est qu'on a aussi des éléments sur les caractéristiques des actifs en emploi. Et dans la fiche de cadrage, en fait, on a des moyennes pour l'ensemble des actifs. Ce qui nous permet après, quand on analyse plus particulièrement une famille professionnelle, de voir comment elle se situe par rapport à cette moyenne. Donc, les éléments sur les caractéristiques des actifs, on les trouve en dessous. Donc, on a la répartition des actifs par classe d'âge, par diplôme, par sexe et aussi par conditions d'emploi. Donc, si par exemple, on veut regarder dans ce bassin, dans le domaine du transport et de la logistique, qui était donc un domaine professionnel assez représenté. Donc on voit ici donc, les métiers qui composent ce domaine, donc conducteur de véhicules, ouvrier qualifié de la manutention, ouvrier non qualifié de la manutention. On voit que c'est des actifs en termes d'âge qui ne sont pas complètement... où la part des actifs de plus de 50 ans est plutôt inférieure à ce qu'on observe en Île-de-France. Et si on regarde justement la moyenne en termes d'âge pour l'ensemble des actifs, cette part elle est de 27%, et donc on voit qu'ici on est un peu en dessous, donc on n'est pas vraiment dans une problématique de renouvellement des actifs. Et alors après, en matière de diplôme, cette fois-ci, on voit qu'on a plutôt des actifs qui sont titulaires d'un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire d'un CAP ou d'un BEP, ou qui n'ont pas de diplôme. Et puis on est aussi sur des métiers qui sont plutôt masculins. Et enfin, quand on regarde les conditions d'emploi, alors on a certes beaucoup de CDI, mais on a aussi une part importante d'intérim avec 9% des actifs qui sont en intérim, contre 4% en Île-de-France sur ces métiers-là et 2% pour l'ensemble des actifs dans le bassin. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet onglet ou si je continue de dérouler. Alors, donc l'onglet suivant, c'est un onglet relatif au marché du travail. Alors, avant de présenter cet onglet, je voulais faire une remarque préalable sur le fait qu'analyser le marché du travail à l'échelle infrarégionale nécessite de prendre quelques précautions. Alors pourquoi ? Parce qu'à cette échelle, et surtout en Île-de-France, les territoires de travail et les territoires de résidence se confondent rarement. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de déplacements domicile-travail. Et du coup, on ne peut pas véritablement mettre en regard l'offre d'emploi avec la demande d'emploi du bassin pour identifier un éventuel déséquilibre, ce que fait généralement le taux d'emploi qui indique, pardon, pas le taux d'emploi, mais le taux de tension, merci, qui indique quand on a une offre d'emploi qui est supérieure à une demande, qu'on a un déséquilibre plutôt du côté des employeurs. Donc on ne peut pas le faire à l'échelle des bassins, parce qu'il est tout à fait possible qu'à cette échelle, on observe un déséquilibre entre l'offre et la demande sans que les employeurs aient des difficultés à recruter, parce qu'ils recrutent en dehors du bassin. Et on peut observer aussi un déséquilibre du côté, cette fois-ci, de la demande, mais sans pour autant que les demandeurs d'emploi aient des difficultés à retrouver du travail, parce qu'ils en retrouvent en dehors du bassin. Donc du coup, nous, ce qu'on vous a proposé dans cet outil, et au travers de ce graphique qui peut paraître au premier abord un peu complexe, mais je vais essayer de le rendre limpide. Donc on a essayé de mettre en regard, d'une part, de regarder si, pour chaque famille professionnelle, si les employeurs du bassin avaient des difficultés à recruter, et d'autre part, si les demandeurs d'emploi du bassin avaient des difficultés à retrouver du travail, sans nécessairement que l'appariement se fasse à l'échelle du bassin. Donc vous avez ici, sur l'axe vertical, donc les potentielles difficultés des employeurs à recruter. Donc là, on s'est appuyé sur l'enquête BMO de Pôle emploi. Donc ici, donc c'est
c'est un jugement des employeurs sur leurs difficultés à recruter. Donc si on se situe plutôt au-dessus, c'est que les employeurs ont des difficultés, estiment avoir des difficultés à recruter pour les familles professionnelles présentes. Et puis sur l'axe horizontal ici, donc on a représenté les difficultés des demandeurs d'emploi ou non à retrouver du travail au travers du taux d'écoulement de la demande, qui représente donc la probabilité pour les demandeurs d'emploi de retrouver facilement du travail au cours d'une année. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que la taille des cercles que vous voyez ici est proportionnelle au nombre de projets de recrutement pour une famille professionnelle donnée. Et alors, toujours, vous avez des infobulles qui vous donnent des informations un peu plus précises. Déjà, qui vous aident à comprendre quelle est la famille professionnelle, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément par cœur la table des familles professionnelles. Donc là, on sait par exemple qu'on est sur la famille professionnelle des agents d'entretien. On a le nombre de projets qui est écrit, le taux d'écoulement et la part des projets difficiles. Donc, taux d'écoulement de la demande. Le taux d'écoulement de la demande, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la probabilité qu'ont les demandeurs d'emploi de retrouver facilement du travail au cours de l'année. En fait, on regarde le stock des demandeurs d'emploi en début d'année et alimenté au cours de l'année aussi. Et on le rapporte au nombre de demandeurs d'emploi en fin d'année, en fait. Voilà. Et alors, du coup... Donc ici, sur ce graphique, si on se situe en haut à droite, on est sur des familles professionnelles où ce sont plutôt les employeurs qui ont des difficultés à recruter. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici un petit encadré qui s'appelle « difficultés à recruter ». Quand on se situe plutôt ici, alors c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'on a la famille professionnelle des professionnels des arts et spectacles qui est toujours un peu ici en bas à droite parce qu'il s'agit d'une famille professionnelle un peu spécifique qui fait des entrées et sorties assez régulières chez Pôle emploi. Donc c'est vrai que du coup, en termes de taux d'écoulement de la demande, il y a une interprétation un peu plus spécifique sur cette famille professionnelle. Donc c'est vrai que du coup, ça tire le graphique très à gauche, mais en fait, c'est plus ici qu'on se situe sur des familles professionnelles où là, c'est du côté des demandeurs d'emploi où on a des difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit encadré ici, difficulté à être recruté. Quand on se situe plutôt de ce côté-ci, c'est que les difficultés se retrouvent des deux côtés, autant du côté des employeurs que du côté des demandeurs d'emploi. Donc on a mis un petit encadré, on a mis inadéquation. Et ici, on est sur des familles professionnelles où ça va plutôt bien. On n'a pas de difficultés apparentes, ni du côté des employeurs, ni du côté des demandeurs d'emploi. Donc si je reprends par exemple le bassin d'emploi que j'ai pris jusqu'à présent, donc alors ici à la différence des autres onglets, il faut sélectionner le bassin tout en haut, ici il y a le menu déroulant qui s'affiche, et donc là j'ai les valeurs qui s'affichent pour le bassin en question. Donc on voit quels sont les métiers pour lesquels on a le plus de projets de recrutement. Alors on retrouve notamment les familles professionnelles du transport avec les ouvriers non qualifiés de la manutention. On a aussi ici les ouvriers qualifiés de la manutention, et puis on a aussi les conducteurs qui sont ici. Alors pour ces familles professionnelles, on voit là par contre que les employeurs ont un peu plus de difficultés à recruter, pas les employeurs, pardon, les demandeurs d'emploi, puisqu'ils se situent plus à gauche par rapport par exemple aux ouvriers non qualifiés de la manutention.
On a aussi des familles professionnelles en rapport notamment avec l'hébergement médico-social et l'action sociale. Donc on a les agents d'entretien par exemple ici. Et puis on a aussi les aides-soignants par exemple. Et alors dans les familles professionnelles où les employeurs ont le plus de difficultés à recruter, on retrouve ici pas mal de familles professionnelles du bâtiment, avec les techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Et puis on a aussi des ouvriers qualifiés de la réparation automobile. Et là, sur ces familles professionnelles ici, on a donc à la fois des difficultés côté employeur et des difficultés côté demandeur d'emploi. Des difficultés relatives, en tout cas, on va dire. Ce que je voulais vous indiquer aussi, c'est que, encore une fois, vous avez des informations de référence dans la fiche de cadrage où vous trouverez, notamment pour analyser ce graphique, la moyenne du taux d'écoulement à l'échelle du bassin, qui permet de savoir dans quelle mesure on a plus ou moins des difficultés, et également la part des projets jugés difficiles en moyenne dans le bassin de la même façon. Excusez-moi, pour bien comprendre, le nombre de projets, c'est bien le nombre d'intentions de recrutement? Tout à fait. C'est issu de l'enquête BMO. Oui, tout à fait. C'est des intentions, vous avez raison de le préciser. Je voulais juste savoir, Sophie, s'il y a bien une légende, notamment sur le rond, la compréhension de ce que c'est. Est-ce que la légende est bien claire, parce que je ne la vois pas d'ici? C'est vrai qu'effectivement, c'est pas représenté. Ouais. Quelque part sur le... Ouais, enfin, tout à fait. On sache, parce que sinon c'est vrai. difficile Oui, tout à fait. C'est pas forcément. Ouais. Et d'autre part, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que c'est l'info par bassin, enfin, qui est visualisé par bassin, mais qui est calculé au niveau régional. Est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas apparaître dans l'intitulé de façon à ce qu'on ne se trompe pas? C'est-à-dire, c'est une visu bassin d'emploi, ces résultats-là, visiblement, mais ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation entre les données au niveau bassin d'emploi, c'est-à-dire au niveau régional, puisque tu expliquais qu'il n'y avait pas de lien entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les calculs de données se font au niveau région Île-de-France, on est bien d'accord? Ici, là, non, là, on est sur le bassin, là. On est sur une visualisation bassin, mais je veux dire, ça n'indique pas les taux de tension au niveau des bassins, c'est ça que je veux dire, ce que tu disais? Oui, non. C'est ça. Ouais, on n'a pas les taux de tension, là. Non. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et que donc, le fait que l'info, elle est régionale, enfin, elle est calculée au niveau de données régionales, c'est bien ça? Non. Pas locales? Non, c'est bien des données locales, mais en fait, justement, comme les taux de tension, eux, on ne pouvait pas les faire avec des données locales, on ne pouvait pas les faire au niveau des bassins. Oui. On a quand même voulu trouver une représentation au niveau des bassins. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ces indicateurs-là qui, eux, peuvent être calculés au niveau des bassins, en fait. Ah, donc C'est tout est bien calculé au Là, niveau des bassins? tous ces indicateurs sont bien au niveau des bassins. D'accord. Il n'y a pas d'autres sources Non, régionales? c'est justement parce qu'on ne pouvait pas utiliser le taux de tension qu'on a pris ces indicateurs-là. Ok, excusez-moi, j'ai pas compris. Non, mais, Non, mais c'est compliqué. on est là pour ça. Et puis c'est vrai que c'est justement, ça a été assez compliqué de justement de trouver quelque chose. Et on sait que ce graphique est assez difficile à lire, donc... on essaiera d'améliorer aussi. Oui. C'est vrai qu'en ajoutant une légende déjà pour la taille des cercles. Ouais. Et alors, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'il y a certaines familles professionnelles qui n'apparaissent pas. On a mis un seuil en fait pour afficher les données. Il faut qu'il y ait plus de 30 projets de recrutement pour que les données soient relativement significatives en fait. Et pour le taux d'écoulement, on a uniquement le taux d'écoulement pour les familles professionnelles où on a plus de 100 demandeurs d'emploi à fin décembre 2016. Donc ça, c'est des éléments importants aussi à avoir en tête parce que c'est vrai que parfois on peut se dire « Ah, mais je ne retrouve pas cette famille professionnelle », mais c'est parce qu'on est sur des effectifs plus petits. Donc, voilà. Et puis aussi, pour rendre aussi l'analyse plus cohérente, on a enlevé quelques familles professionnelles qui étaient vraiment spécifiques, donc en raison d'un marché du travail justement spécifique. C'est les familles professionnelles où on a un recrutement par concours, par exemple, ou les familles professionnelles où on a beaucoup de non-salariés, des familles professionnelles qui passent assez peu finalement par Pôle emploi, notamment. Tout ça, c'est précisé dans le document méthodologique
qui figurent en page d'accueil. Et alors, pour compléter ces informations, on a présenté des données relatives à l'offre d'emploi et aux demandeurs d'emploi. Concernant l'offre d'emploi, alors il faut sélectionner par contre la famille professionnelle qui nous intéresse. Donc par exemple, si on prend les ouvriers qualifiés de la manutention, qui est une famille professionnelle assez importante dans le domaine du transport et de l'entreposage qu'on étudiait tout à l'heure. Donc là, ça permet de qualifier la nature un peu de l'offre d'emploi selon donc le type de contrats qui sont proposés. Et on voit que sur cette famille professionnelle en particulier, l'intérim est très représenté dans les offres d'emploi. On voyait déjà que parmi les actifs, il y avait beaucoup d'intérim, et là, on le retrouve assez nettement au niveau des offres d'emploi. Et alors, sur les demandeurs d'emploi, donc on a des éléments sur leurs caractéristiques par âge et sur des informations par sexe. On a parfois d'autres informations qui ne sont pas toujours affichées, toujours si on n'a pas suffisamment de données à cette échelle-là. Et là, c'était sur le niveau de diplôme, je crois. On ne l'a pas parce que si on descend en dessous de 30, non, c'est pas en dessous de 30, c'est au niveau du secret statistique, pardon. Si on descend en dessous du seuil du secret statistique, on ne peut pas afficher les données. Et comme il y a plusieurs modalités, il suffit que pour une modalité, on ait peu d'effectifs et on ne peut pas du coup afficher les données. C'est là la difficulté quand on travaille à une échelle assez fine, c'est en termes de taille critique pour pouvoir diffuser les données. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cet onglet en particulier. Oui. C'est pas spécialement sur cet onglet, c'est plus général. Est-ce qu'il y a possibilité d'exporter des tableaux sous Excel ou oui. Alors, des graphiques? On a la possibilité de faire une extraction de ce qui nous intéresse, donc sous forme PDF. Donc il faut aller tout en bas à droite ici, et donc on sélectionne ici exportation en PDF. Je vais essayer de le faire pour vous voir. Et donc on fait générer. Parce qu'ils essayent de suivre en même temps pour faire la présentation. Ah, pardon. Et alors, normalement, on va voir quelque chose. Ah, et après, il faut télécharger. Pardon. Hop. Voilà. Et donc, on aura l'équivalent. Et après, vous pouvez faire... on peut, si vous voulez intégrer le graphique, normalement, il y a l'outil prendre un instantané ici, là. Et après, vous pouvez sélectionner comme ça. Hop. Et après, vous pouvez le coller dans un document. Voilà. Est-ce que c'est la même chose pour les cartes, s'il vous plaît? Alors, oui, les cartes... alors, pour les cartes... alors, je vais revenir sur un onglet où il y a une carte. Donc, par exemple, ici, c'est ça? Oui, ou par exemple, oui. Alors, on va voir, on va refaire la même chose. Donc, par exemple, si je sélectionne ici, donc je vais faire PDF. Ça apparaît, mais un peu plus petit, mais on a la carte. Alors après, il faut savoir qu'on a des cartes aussi on a quelques cartes aussi dans la fiche de cadrage. Donc comme je vous l'indiquais, on a tout d'abord la carte de situation générale ici. Hein. Et puis on a aussi quelques cartes, plus cette fois-ci sur sur les bureaux et les entrepôts à l'échelle des bassins, et puis au niveau de la formation aussi. J'y reviendrai après. Sur la formation initiale et continue, on a des cartes pour localiser l'offre. La question en fait,
c'est par rapport à un bassin donné. Si on veut, par exemple, faire une extraction de données et faire une présentation à des conseillers, par exemple, sur un bassin et leur expliquer ce qui se passe sur le territoire plus spécifiquement, c'est de pouvoir représenter la carte et le périmètre sur lequel on intervient. Alors du coup, en sélection... Et notamment trouver éventuellement les villes aussi, où voilà, pouvoir identifier ce pavé un peu plus finement pour les conseillers. Ouais. Et bon, alors attendez, je vais revenir sur la page. Donc c'est vrai que si c'est pour identifier ce qu'on trouve, alors les villes qui sont présentes dans le bassin, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a représenté sur les cartes, c'est les communes sièges d'intercommunalité. Donc on a en blanc, on a les limites communales qui apparaissent. Je sais pas, on ne voit pas trop là à l'écran, mais sur la fiche, on voit un peu mieux. Et puis, on a, donc en gris, là, c'est les limites des intercommunalités. Et puis ici, c'est les communes sièges des intercommunalités. Et vous voyez, par exemple, j'en prends le T12, sur lequel j'ai travaillé. Et donc, du coup, quand on veut montrer aux conseillers, quand on parle du territoire, ils nous disent, ben oui. Et donc, on a juste une liste des communes à leur donner. C'est pas très visuel, en fait. Donc, s'il y avait dans le futur des cartes à extraire, ça serait super. Je vais ouvrir. Donc, c'est porte au sud du Grand Paris. Non, pardon. Si vous prenez oui, pardon. Oui, pardon. Voilà, on a juste Vitry qui est noté. Et donc, on est impossible de voir que, par exemple, on est à cheval sur le 94 et le 91 et les communes concernées. Non, normalement, elle est là. Attends. Je vais refaire. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas sur la bonne ligne. C'est pour ça. C'est ici. Ah oui. Je suis perdue. Donc, le T12, qui est là? Alors après, c'est vrai que c'est pas prévu à la base pour ça en fait, pour avoir une représentation des délimitations du bassin en fait. Ce qu'il doit y avoir, je pense que ça doit être sur d'autres. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des cartes qui existent par ailleurs. En fait. Je veux bien savoir où ça se trouve, parce que j'ai cherché pendant très longtemps, mais je n'ai pas trouvé. Enfin, des cartes qui soient représentatives et qui parlent à des conseillers, c'est-à-dire qu'effectivement des zones comme ça, on les a. À la carte des bassins, je l'ai aussi. C'est de faire un zoom par bassin et de pouvoir parler d'un bassin aux conseillers avec un périmètre qui leur parle. En fait, il va falloir chercher, séparer de ça, je pense, et aller chercher par EPT ou communauté d'agglo, selon le territoire, pour faire un collage en fait et arriver à les rentrer comme ça. J'espérais que la région allait mettre en place des cartes par bassin. Je pense que ça va devenir. Il y a l'IAU qui travaille avec nous sur la construction de l'outil et qui travaille actuellement aussi pour avoir sur son portail aussi des éléments. Donc je pense que ça sera bientôt disponible. Est-ce que l'INSEE fait maintenant des cartes des bassins et faire des zooms? Non, je crois que dans le rapport 4 qui a été voté sur les 24 bassins, il y a effectivement une carte eau avec l'ensemble des villes qui sont concernées. Alors je ne sais pas si elles sont en annexe ou si elles sont... Mais normalement, il me semble que ça avait été limité sur... il y avait tous les contours du bassin. Mais il faut... je crois que c'est dans le rapport 4 qui a été voté. Ouais, dans le schéma régional, dans le SRDE2I, en annexe, voilà. Ah oui. On n'arrive pas à le visualiser. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il n'existe pas de carte très... Oui, bonjour Florence Ray, du conseil régional. La carte qui est dans le rapport, c'est le conseil régional qui l'a faite avec les communes, mais elle n'est pas du tout interactive. En fait. Voilà. Mais l'IAU doit travailler sur la poursuite et le complément côté carto. Il y a plus d'outils. Voilà. Après, c'est vrai que ce qu'on peut imaginer éventuellement en attendant, c'est peut-être ici dans les liens, de faire juste un lien vers une carte un peu plus précise avec les communes qui composent simplement les bassins. Ce qui serait effectivement idéal, c'est en passant qu'on ait une bulle, peut-être pas comme ça en visu immédiate, mais en passant avec la souris sur le curseur, qu'on ait une visu de la commune, des communes concernées. Quelque chose effectivement. Non, ça ne sera pas possible parce qu'en fait là, c'est un bloc sur cette carte-là de bassin. Ouais, c'est lié aux données après statistiques derrière en fait, et donc on n'a pas la délimitation des. Ouais. C'est déjà agrégé en fait quand on est là. Bah, pas à ce niveau-là en tout cas, ouais, c'est vrai. Mais ajouter en lien une carte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on clique sur, on veut zoomer sur un bassin, on a le nombre de communes qui sont concernées. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la liste des communes par bassin qui s'afficherait? La liste des communes par bassin?
Quand vous cliquez dessus, vous avez le nom de commune. On a le... Ici, non, on a le nom. Non, quand vous cliquez vraiment dessus. Ah, quand je clique dessus. J'ai vu tout à l'heure sur la droite. Ah, c'est peut-être sur une autre fiche. C'est voilà, ici. là, vous avez le nom de communes. Ouais. Donc d'avoir le nom en plus des communes. D'avoir la liste des communes, si c'est possible, ce serait vraiment super. Ouais, d'accord. Bon, j'ai cherché sur Internet. Donc, il y a le site www.apur.org. Donc, il y a toutes les cartes des intercommunalités d'Île-de-France. Vous pouvez télécharger les cartes, il y a toutes les villes dedans. Voilà. Avec les délimitations bassins Oui. aussi. Bon, on peut faire un lien éventuellement. Ouais, on peut faire un lien vers ça. Excusez-moi pour l'information qui vient de donner, c'est avec les limites des nouveaux territoires? Oui. D'accord. Depuis janvier 2017. Ok, merci. Donc effectivement, sur la page d'accueil de cet outil, on pourra rajouter un lien vers, dans ce cas-là, qui renvoie vers le site de l'Apur, et puis on verra après avec l'IAU aussi. Y voir éventuellement pour faire figurer sur la fiche de cadrage les communes, ça peut être pas mal. Ou alors le mettre ici. Je sais pas. On a une liste peut-être. Très bien. Alors, donc on était sur l'onglet marché du travail. Et je vous propose maintenant de regarder l'onglet relatif aux contrats aidés et d'apprentissage. Alors, quand ça fait, si vous restez un moment sur l'outil sans l'utiliser, il va revenir à la page d'accueil et il faut après relancer en fait. Voilà. Alors, sur cet onglet, alors aussi là, il faut passer dessus pour que ça revienne. J'espère que ça fait ça. C'est pour que ce soit plus ludique. Il faut passer la souris sur le tableau pour le faire apparaître. C'est bon. Ouais. Donc, sur cet onglet, ce qu'on a voulu faire figurer, en fait, c'est des données qui mettent notamment en parallèle les données sur les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'alternance. Et c'est des données qu'on a présentées à part dans un même onglet, parce que c'est des données un petit peu spécifiques par rapport aux données qui figurent par la suite sur la formation, parce qu'on est ici au lieu de l'employeur. Donc c'est pour ça qu'on les a fait figurer sur un même onglet. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas plus de données sur cette thématique. Donc elle n'est pas pour l'instant très dynamique. Mais pour la suite, on essaiera de la faire évoluer. Et donc je vais passer à l'onglet suivant. Juste pour avoir bien compris, les données, ce sont bien les lieux de résidence des contrats de l'entreprise, donc pas le lieu de résidence de la personne, ni... Voilà, donc c'est pas vraiment résidence, mais c'est au lieu de l'employeur. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est ni le lieu de formation, ni le lieu du formé, enfin de résidence du formé. Donc du coup, on n'a pas de visibilité sur le triptyque géographique autour d'un contrat d'alternance. Voilà. Lieu de résidence de la personne, lieu de formation et lieu d'entreprise. Ouais, voilà. Donc là, on est au lieu de l'entreprise. Ouais, voilà, tout à fait. Alors après, vous avez une autre table de passage qui est constituée de la même façon que la matrice précédente. Donc celle-ci, elle vous permet de passer plus facilement de l'approche métier à l'approche formation. Donc ici, alors par contre, on est à l'échelle nationale, toujours pour des questions de robustesse des données, et on s'appuie sur les enquêtes emploi de l'INSEE. Et on est sur l'observation en fait des formations suivies par les actifs qui occupent certains métiers. Comment ? De moins de 30 ans, oui, merci. Donc ça nous permet de savoir pour un métier donné, donc quelles sont les formations donc, suivies par les actifs. Et ce que je voulais dire aussi sur cet onglet, une précaution quand même, c'est que c'est vrai que la question du lien emploi-formation est assez complexe.
Ce lien est plus ou moins distendu selon les métiers. Et les situations qui sont généralement les plus courantes, c'est quand même des situations où on a assez peu de correspondance entre le métier occupé et la formation suivie. Mais ce qu'on a voulu quand même, c'est avoir une indication sur les formations en lien avec les métiers pour pouvoir par la suite pouvoir analyser les formations qui sont présentes dans les bassins. Et donc, si on regarde par exemple, donc je vais vous donner quelques exemples assez significatifs. Par exemple, un métier comme infirmier. Donc, on va voir ici les spécialités de formation. Là, pour le coup, on est sur un métier où le lien emploi-formation est assez fort. Donc, on voit qu'on a 94% des actifs en France qui sont infirmiers et qui ont suivi une formation dans la spécialité de la santé. Alors, ce que je voulais vous dire concernant cet onglet, en termes justement de légende, c'est qu'on a regroupé les spécialités de formation par domaine pour faciliter l'analyse. Donc, on voit que ici, toutes les formations en gris, c'est les formations au service aux personnes. En rouge, on est plutôt sur les sciences humaines et de droit. Si on prend une autre famille professionnelle, donc par exemple, on peut prendre les conducteurs de véhicules, donc, qui était une famille professionnelle assez représentée dans le domaine du transport. Là, on voit par contre que les spécialités de formation, en termes de spécialité, c'est plus éclaté. Donc, on a heureusement, on retrouve le transport, la manutention, le magasinage, parmi les domaines de l'échange et la gestion. Mais on a aussi des formations générales, des formations dans la mécanique, l'électronique et l'électricité. C'est assez vaste, assez hétéroclite. C'est la formation initiale des personnes qui est prise en compte. Alors, c'est le plus haut niveau de diplôme. C'est le plus haut niveau de diplôme. Ouais. Mais comme par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, des FIMO, FCO, etc. n'apparaissent pas en fait n'apparaissent pas ici. D'accord. Et alors, par exemple, parce que c'est réglementé quand même un conducteur de véhicule, donc ils ont quand même leur permis poids lourd. Oui, c'est ça. Si on prend les ouvriers qualifiés de la manutention ici, donc là, on va voir aussi des spécialités de formation assez diverses et on voit aussi qu'on a des actifs qui n'ont pas de diplôme. Donc, et alors, on peut regarder aussi donc, dans l'autre sens cette matrice. Donc, cette fois-ci, ça nous permet de regarder quels sont les métiers exercés par les actifs qui sont diplômés d'une spécialité de formation. Donc, si on prend cette fois-ci donc la santé qu'on avait vue tout à l'heure, on va voir les différents métiers occupés. Donc, on retrouve infirmier, sage-femme, médecin, aide-soignant. Donc, c'est vrai que sur ce domaine-là, il est un peu spécifique parce que bien souvent, il faut avoir il faut être titulaire d'un diplôme pour exercer. Donc, c'est vrai que voilà. C'est ça. On est sur les professions réglementées. Mais c'est pour ça qu'on vous montre aussi un exemple, c'est qu'on voit bien quand on prend un exemple de profession réglementée. On arrive sur des schémas qui ressemblent à ça. Par contre, quand on est sur des... À l'opposé, si on prend l'électricité et l'électronique, on va voir que là, les métiers sont très variés. Quand on est diplômé d'une spécialité de formation en électricité, on peut exercer un nombre de métiers très variés. Donc, et c'est pareil, donc là, la formation, on a regroupé par une même couleur les métiers d'un même domaine professionnel. Donc, par exemple, ici, on voit le rose, c'est tous les métiers de la maintenance. Donc, on voit qu'ils travaillent notamment dans la maintenance, dans le bâtiment, travaux publics, mais aussi dans l'électricité électronique, qui est leur domaine de formation. Donc, cet onglet permet ensuite, vous aidera en tout cas à sélectionner les spécialités de formation que vous pouvez vouloir visualiser après, selon les bassins. Alors, donc, concernant cet onglet relatif à la formation initiale, donc on est ici sur la formation initiale professionnelle et on est uniquement sur les niveaux 5 à 3 sans les DUT et les DUST.
Donc cet onglet il vous permet de connaître les spécialités de formation qui sont présentes dans le bassin et donc en lien avec les métiers que vous étudiez. Il est conçu comme les précédents et ce que je voulais vous dire justement ici, c'est que dans la fiche de cadrage, vous avez aussi des cartes qui sont très intéressantes, qui vous permettent de répartir l'offre qui vous permettent de voir la répartition de l'offre de formation, des sites de formation. Donc on est au lieu de formation cette fois-ci. Alors attendez, je vais aller sur la page, c'est ici. Hop. Alors, je vais prendre mon page, je vais enlever ça. Voilà. Donc vous avez ici les sites de formation par commune et donc c'est les lycées professionnels et les lieux de session des CFA. Donc ça vous permet d'avoir une visualisation de l'offre de formation. Donc si je reviens sur mon onglet, ce que je voulais vous dire aussi concernant cet onglet, c'est que c'est vrai qu'ici, on a décliné donc, les données sur la formation initiale professionnelle à l'échelle des bassins, mais on voulait rappeler toutefois un élément important, c'est que l'offre de formation initiale reste définie au niveau régional. Donc là, c'est juste pour avoir une visualisation de l'offre, mais on vous incite du coup fortement à regarder ce qui se passe dans les bassins à proximité pour voir si par exemple il y a une spécialité de formation qui n'est pas présente sur un bassin, si elle l'est dans les bassins qui sont juste à côté. Et donc du coup, comme pour les autres onglets, donc on peut sélectionner un bassin, donc ici par exemple Porte Sud du Grand Paris, de Paris, et on va voir donc les différentes spécialités de formation qui sont présentes sur ce bassin. Donc les effectifs, c'est les inscrits en année diplômante, c'est-à-dire en dernière année de formation. Et on a la répartition de ces effectifs par niveau et par voie de formation, donc apprentissage ou voie scolaire. Et on a les mêmes informations à côté à l'échelle de l'Île-de-France aussi. Et alors vous avez la possibilité aussi de sélectionner en haut, de faire des sélections un peu plus précises sur des niveaux de formation, sur le statut de l'élève ou sur le domaine de formation. Par exemple, si on reprend ici les domaines de formation de l'échange et de la gestion, on va voir qu'on a le commerce, la comptabilité, gestion, transport, manutention, et on va avoir les informations pour ce domaine de formation. Et si on prend... alors, pour désélectionner, il faut cliquer ici. Et on va revenir à la page initiale. Et on peut sélectionner aussi via ce graphique ici. Donc, par exemple, si on prend, je ne sais pas, l'accueil, hôtellerie, tourisme, on va voir les effectifs dans le bassin. Donc, on va voir que dans cette spécialité de formation, on a en apprentissage uniquement des apprentis pour le niveau 3 et quelques-uns en niveau 5 en 2016. Et puis vous avez en dessous l'évolution du nombre d'inscrits sur les 3 dernières années. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet onglet. Et toujours, vous avez des informations aussi dans la fiche de cadrage sur... Je voulais vous demander, la carte qui recense tous les sites de formation, elle est disponible que dans le document, dans la fiche de cadrage, donc uniquement en PDF, ou vous l'avez aussi en version interactive Alors, ici, elle est en version PDF, mais par contre, et c'est vrai que j'ai oublié de le signaler alors que je voulais le faire, c'est que sur la page de défi métier, on a un outil... alors, attendez, je vais le mettre là. On a un outil de cartographie qui permet justement d'avoir une cartographie dynamique et plus précise, si on veut en savoir plus, à l'échelle, qui reprend les bassins. Donc il faut aller dans carte défi, ici. Et donc on a les lieux de formation, là. Voilà.
va regarder. Et là, pour ces lieux de formation, on a aussi offre, tout confondu, apprentissage, formation continue. Oui. Oui, on peut sélectionner après. D'accord. Alors, si elle veut bien, si je peux. Et donc, c'est des cartes qui existaient déjà depuis quelques temps sur le site de Défi Métier, auxquelles ont été ajoutés un filtre bassin, pour que vous puissiez maintenant avoir une... Jusqu'à quel niveau de précision quand on clique? Alors, on va regarder ensemble ici. Donc, par exemple, on peut regarder donc, les lieux de formation en apprentissage, formation continue ou formation initiale hors apprentissage cette fois-ci. Donc, si on prend la formation initiale ici, après, on peut choisir le bassin, vous voyez, tout en bas à droite là. À gauche, pardon. Alors, je vais prendre un bassin. Prendre n'importe, Marne-la-Vallée. Et donc après, en zoomant, l'information devient plus précise. Si je sélectionne par exemple ici, hop, je vais avoir vraiment une information très précise. Et donc là, voilà, je vais voir et après il y a des infos qui s'affichent. Donc on a les différents diplômes qui peuvent être préparés en fait. Donc c'est vraiment une information qui est pour le coup là très très précise. Mais on peut sélectionner différents niveaux de zoom. Donc voilà, c'est des outils qui sont complémentaires. Excusez-moi une question, vos bassins d'emploi, là on est sur les 24 bits ou on est en dessous? Alors en fait, l'information qui va... Ici, en fait, l'information qui va s'afficher sur la carte, c'est l'information uniquement relative au bassin d'emploi que j'ai sélectionné. Mais après, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas la délimitation du bassin. Mais dans votre sélection, la question c'était sur votre sélection. Voilà, est-ce qu'on est donc c'est les 24 bassins, oui. Est-ce que vous avez trouvé Marne-la-Vallée? Oui. C'est un bassin, Marne-la-Vallée? Oui, tout à fait. C'est le bassin qui se situe... Alors, on va revenir sur la carte ici. Le bassin, Marne-la-Vallée. D'accord, merci. Et vous avez aussi d'autres possibilités de sélection avec la spécialité de formation, le niveau d'entrée et les départements. On a appartenu au l'outil. Et alors, pour finir sur les différents onglets, donc on a un dernier onglet qui est cette fois-ci relatif à la formation continue des demandeurs d'emploi. Et alors, plus spécifiquement pour cet onglet-là, on est sur les places de formation collective qui ont été achetées par la région et par Pôle emploi. Et il s'agit des places prévisionnelles. Alors, de la même façon que pour la formation initiale, on a une carte des sites de formation qui se situe après, ici. Et donc qui représente les sites de formation continue pour les demandeurs d'emploi. Et alors sur l'outil, si je reviens ici, donc vous allez avoir la répartition de ces places par spécialité de formation. On a également la possibilité de sélectionner plutôt un domaine de formation. Et puis vous avez la répartition de ces places par niveau d'entrée. Alors c'est vrai que pour l'instant on est sur des données de 2014. Oui, c'est marqué ici. Et pour l'instant, on ne dispose pas de données plus récentes, mais c'est vrai qu'à terme, on souhaite faire évoluer cet outil plutôt vers, cette fois-ci, le réalisé. Je ne sais pas si tu veux dire. On est en train de travailler avec la région pour pouvoir travailler sur les données du réalisé et non pas les places prévisionnelles. Donc on espère pouvoir, dès que ce sera possible, on intégrera dans l'outil ces éléments-là en fait. Et en ajoutant bien évidemment le réalisé de Pôle emploi aussi. Alors, pour précision aussi, pour terminer sur la présentation de l'outil, les données sont mises à jour une fois par an. Donc plutôt vers l'été, on va dire qu'au mois de septembre, normalement, selon les disponibilités des données,
En septembre, on doit avoir normalement un outil actualisé, donc avec l'ensemble des données, la partie dynamique. Les fiches, d'ailleurs, les fiches statiques aussi seront mises à jour. Vous dire aussi que sur la partie dynamique, des évolutions sont prévues. En fait, là, c'est nous qui le présentons aujourd'hui, mais en fait, il y a le pilotage de l'outil continue d'être fait par l'État et la région, donc certains partenaires qui sont là aujourd'hui. Le groupe de travail continue à se réunir pour justement travailler aussi sur les évolutions futures notamment. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins, des indicateurs qui vous semblent utiles à vous sur les territoires dans vos usages. Après, même si on ne pourra pas tout à fait. Voilà, c'est ça. Après, il va y avoir forcément des problèmes, parce qu'on a eu plein d'idées d'indicateurs aussi, mais il y a certains, évidemment, comme on le disait, avec le secret statistique, notamment la robustesse des données, et puis l'existence de ces données ou pas au niveau des bassins. Donc après, on verra si on peut ou pas, mais en tout cas, nous faire remonter vos besoins, vos demandes. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que cet outil puisse vivre sur les territoires. Donc il y a aussi d'autres, pour la suite, pour l'animation de la suite, il y a des possibilités de venir faire des présentations de l'outil au niveau des territoires, et aussi possibilité avec les différents partenaires qui ont piloté ce projet de réfléchir peut-être à des suites, à des diagnostics par exemple, qui pourraient être faits de façon, mais partagés avec vous. En fait, on n'a pas établi des diagnostics comme ça à la chaîne. On a préféré donner des éléments déjà que vous puissiez travailler de façon autonome, et en plus parce que selon les bassins il va y avoir des besoins, et puis en plus nous les diagnostics on ne peut pas les faire sans vous, sans l'interprétation que vous avez, la connaissance que vous avez des territoires. Donc on aurait fait des choses certainement à plat, qui auraient manqué de relief. Donc mais en tout cas, sachez que c'est prévu qu'on puisse faire avec vous des diagnostics avec l'État, la région et les différents partenaires. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire connaître vos besoins dans ce sens-là. Et c'est vrai juste que cet outil-là, c'est un premier outil de base en fait, pour faire émerger après éventuellement d'autres besoins. Mais il n'a pas vocation à répondre à toutes les questions en tout cas. Tout à fait. Mais de faire susciter des questions. Oui, j'avais une question là, concernant votre onglet formation continue. Donc, vous parlez des demandeurs d'emploi. Y aura-t-il formation continue à destination des salariés? On aimerait, c'est notre rêve ultime aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de données agrégées en fait sur la formation continue des salariés. C'est OPCA par OPCA. Et c'est des données qui nous ne sont pas transmises. En fait, elles ne sont pas publiques. Donc c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait pouvoir aussi, on espère à terme, avec les différents partenaires, on travaille avec des OPCA, donc on espère, mais le problème c'est que pour l'instant c'est petit bout par petit bout, donc on ne peut pas avoir des données agrégées pour l'ensemble des salariés. Merci. Juste une petite question sur, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de prévu sur les compétences et les passerelles vers les compétences futures, donc les besoins futurs entre... donc au niveau par bassin, bien sûr, mais voilà, je sais que c'est pas facile et que c'est peut-être un projet. Alors, le travail sur les compétences, c'est vrai que c'est des choses qu'on commence à travailler, mais pas au niveau des bassins. Au niveau des bassins, on est déjà quand on parle de la formation, c'est vrai que le pilotage de la formation, déjà, il se fait vraiment au niveau régional. Déjà, quand on descend au niveau des bassins, là, c'est vraiment des éléments d'indication. Par contre, le travail sur les compétences et les passerelles, c'est effectivement des choses sur lesquelles on commence à travailler. On va notamment, alors là, on va probablement travailler avec l'INSEE justement sur déjà des passerelles effectivement qui existent entre les métiers, donc des mobilités effectives observées entre différents métiers, et pour qu'après nous on puisse descendre effectivement après au niveau des compétences. Mais en tout cas, c'est vraiment prématuré pour être au niveau des bassins. Là, on est déjà au niveau de la région. Comment fait-on pour proposer de souhait d'indicateurs qui seraient pertinents pour nous dans les territoires, et comment on fait aussi pour vous solliciter, pour travailler ensemble sur des diagnostics sur des secteurs, ou qui on contacte et quelle démarche on engage? Alors, vous pouvez nous envoyer un... Alors, il y a ici... déjà, pour faire remonter vos remarques, il y a
une adresse mail, d'ailleurs qu'il faudra corriger parce qu'il n'y a pas d'accent à métier. Voilà, ici, ça c'est un premier niveau. Oui. Et après... Vous pouvez nous envoyer directement un mail aussi à nous. Donc... c'est vrai qu'après tout dépend d'études parce que, comme tu le disais, il y a plusieurs partenaires ici. On peut se faire le relais. Donc soit si vous êtes en contact avec des délégués territoriaux, que ce soit de la région ou de la directe, vous pouvez leur faire remonter à eux directement. Après, de toute façon, on travaille de façon partenariale. Soit nous faire remonter à nous directement Défi Métier. Donc pour nos adresses, c'est... Par exemple, moi, c'est b.pardini, pareil, défi-métier, défi-métier.fr, sans accent à métier. Puis pour Sophie, c'est pareil, s.gonard. Donc voilà, vous pouvez nous faire remonter directement. Laurent, tu veux dire un petit mot sur ce sujet ou... Ah oui, ou après alors. Ouais. Je voulais juste savoir si cet outil avait vocation à essaimer hors de l'Île-de-France à terme. Non, c'est pas prévu en tout cas, parce que c'est vrai que comme c'est un outil qui est sur un périmètre bien précis qui concerne l'Île-de-France, non, c'est pas. Puis nous, on travaille plus. Les acteurs, en tout cas, qui ont conçu l'outil, travaillent à cette échelle-là. En fait, dans les autres régions, les zones d'emploi de l'INSEE sont utilisées parce qu'elles ont un sens en fait. En Île-de-France, le problème, c'est que ce découpage fait que avec Paris, en fait, on ne pouvait pas travailler, nous, avec les zones d'emploi. C'est pour ça qu'il y a eu la nécessité de créer ces bassins d'emploi. Mais finalement, dans les autres régions, ils travaillent avec les zones d'emploi, donc ils ont déjà des découpages qui fonctionnent déjà depuis quelques temps. Les autres Cariforef travaillent aussi avec des outils dynamiques et font des déclinaisons sur des échelles plus locales sur leur région, mais... Voilà. Avec ce degré de précision et de multiplicité d'indicateurs Pas forcément, ça dépend des régions en fait. Ce type d'outil dynamique commence à se développer un peu dans différentes régions. On est même en train de travailler au niveau de l'inter-Cariforef, donc du réseau des Carif pour justement peut-être avoir un outil commun ou en tout cas des éléments partagés. Donc on retrouve dans d'autres régions, mais pas tout, pour l'instant, toutes ne sont pas encore équipées d'un outil dynamique comme ça, mais ça vient. Merci. Florent Dezener, donc je suis chargé d'études au service études, statistiques et évaluation de la Directe Île-de-France. Peut-être pour compléter un peu votre interrogation, ce qui s'est passé sur les bassins d'emploi en Île-de-France, ça s'est déjà fait en Rhône-Alpes avec les zones territoriales emploi-formation. Et du coup, on s'est inspiré un petit peu de cette démarche-là, qui s'est mise en place en 2015, je crois, dans l'ancienne région Rhône-Alpes. Alors après, je ne sais pas si maintenant c'est encore utilisé dans la région Rhône-Alpes. En tout cas, nous, ça nous a servi de base de travail. Ensuite, je voulais parler un peu des perspectives sur les bassins d'emploi. Il y a plusieurs études qui vont être réalisées, qui sont en cours. Déjà, il y a une étude, nous, au sein de la Directe, on réalise, qui va servir à décrire les bassins d'emploi dans leur ensemble, en ayant une vision globale des interrelations entre les bassins. Parce que ce qu'on a bien essayé de chercher avec cet outil, c'était de faire en sorte d'étudier un bassin, mais de bien comprendre que les bassins, ce n'est pas des îlots, et qu'il y a, notamment sur la formation et surtout sur le marché du travail, c'est un ensemble régional. C'est difficile de faire des analyses vraiment purement sur le bassin. Donc on va réaliser une étude qui analyse les interrelations entre bassins, notamment à partir de méthodes d'analyse de données, sur les spécialisations fonctionnelles de chacun des bassins, et comment elles s'articulent dans le phénomène de métropolisation. Et ensuite, il y a une étude sur un bassin, sur le bassin d'emploi Versailles-Saclay, qui est réalisée en partenariat avec l'IAU et la direction régionale de l'INSEE, qui devrait sortir en février pour son premier volet et en mai sur son deuxième volet. Donc elle est en deux parties, une partie qui sera sur la description du système productif du bassin de Versailles-Saclay, les filières sur le bassin, les spécificités, également quelque chose sur les entreprises étrangères sur le bassin, parce que c'est un bassin qui est très international.
Et un deuxième volet qui sera sur les emplois du territoire, les qualifications, et toute une partie sur l'innovation, en quoi c'est un territoire d'innovation, notamment une analyse à partir des brevets et des publications scientifiques. Et troisième chose, sur le Grand Roissy-le Bourget, il y a toujours les analyses qui sont faites. Donc il y a le GIP Emploi Roissy qui fait travailler le conseil régional, l'État et les académies. Et il y a un groupe de travail observatoire au sein de ce GIP qui réalise des publications. Notamment, vous avez peut-être vu les chiffres clés du Grand Roissy-le Bourget, qui est une carte qui présente voilà, sur son verso différents chiffres clés. Et de l'autre côté de la carte, vous avez la carte du territoire, qui est le même territoire que le bassin d'emploi. C'est le bassin d'emploi Grand Roissy-le Bourget. Et également des publications plus ou moins régulières tous les 2 ans, c'est les portraits du Grand Roissy, qui vous présentent une analyse du territoire. Voilà. Merci. Moi, je voulais remercier déjà Défi Métiers pour le magnifique travail accompli, qui doit être assez complexe, techniquement, j'ose même pas y penser. Déjà, première chose. Deuxième chose, j'ai bien compris que c'était un outil bassin d'emploi, et donc l'idée de comparer des bassins d'emploi, dans le cadre de la région, avait tout son intérêt. Ceci étant, je trouve aussi que c'est intéressant, mais est-ce que ça devient lisible si on ajoute trop d'infos, d'avoir un petit repérage et de comparer les bassins, par exemple en termes d'emploi ou de perspectives d'emploi, à la France, au résultat de la France, parce que l'aspect stratégique, en termes d'aide à la décision, à la prise de décision, l'aspect stratégique, il est fondamental. C'est-à-dire, ok, on développe des emplois dans tel secteur, mais quel est l'enjeu de plus-value pour la France dans son positionnement? Bon, de la région dans son ensemble, mais dans la France, voire dans l'Europe, on va dire. Mais bon, ça c'est un peu ambitieux, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que, ok, il y a de l'emploi, ok, ça se développe. Quel est l'enjeu? Et y compris, quel est l'enjeu de certifier? Quand je dis certifier, c'est pas au sens certification ISO, ou voilà. C'est vraiment au sens diplôme, on va dire au sens général du terme. Quel est l'enjeu de certifier la population? Je pense au développement de la formation professionnelle en l'occurrence, voire pour rejoindre madame, aujourd'hui les certifications éclatent, explosent, sont découpées en blocs de compétences, donc on va de plus en plus aller vers des blocs de compétences pour favoriser notamment la mobilité des travailleurs au sein de l'Europe. Et donc comment on répond à cet enjeu? Puisqu'en termes de lisibilité, ça se complexifie. Voilà. Et alors là, pour répondre à madame, il y a Pôle emploi qui travaille véritablement sur cette notion de compétence aujourd'hui, la déclinaison des Roms en compétences. Ils sont en train de relayer toute leur fiche Rom. Donc il y a un travail très précieux qui est fait là. Et sur le site, qui n'est pas forcément intuitif, mais ve.gouv, que m'expliquait la DGEFP hier, quand on rentre dans le détail, on peut trouver aussi des liens entre les certifications, donc encore une fois les diplômes au sens large, et les compétences. Donc ça devient extrêmement intéressant, pointu, et là vous trouverez peut-être des réponses. Je vous en prie. C'est des éléments qu'on essaiera peut-être d'intégrer dans une version ultérieure. Oui, il y a peut-être certains... l'ajout à chaque fois du niveau national risque d'être compliqué à chaque fois, mais peut-être qu'on pourra mettre des éléments de repère, en tout cas, pour pouvoir effectivement qu'on puisse situer le bassin au niveau de la région, mais aussi au niveau national pour voir... effectivement, en tout cas, on fait remonter et on essaiera d'étudier la question pour voir après la faisabilité, mais effectivement... Oui, moi j'avais une question aussi. Alors je rejoins les remerciements pour la présentation. En fait, j'avais assisté au début de vos travaux et il me semblait à l'époque qu'il y avait aussi l'idée, au-delà des enjeux emploi-formation et plus largement que vous avez présenté, d'avoir un volet plus économique sur les bassins, en lien avec l'IAU, sur la création d'entreprises, la balance commerciale, les investissements directs étrangers dans chaque bassin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'IAU va développer parallèlement ou... Alors, c'est des éléments qu'on a plutôt intégrés dans la fiche de cadrage, en fait.
Vous avez déjà un premier niveau d'information. Alors, je vais dérouler rapidement. Donc là, on est sur l'emploi. Donc là, on a un volet tissu productif, où on a des informations sur le nombre d'établissements, sur la création d'établissements, le taux de création. On a donc, comme je l'indiquais, aussi des éléments sur les entreprises, qui sont les principales entreprises présentes dans le bassin, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Et puis on a des éléments ici sur l'immobilier d'entreprise et les services, donc qui sont plutôt des données que nous ont transmis et la DRIEA et l'IAU. Donc avec des informations sur le parc de bureaux. Et puis, comme je vous l'avais indiqué aussi, on a des cartes sur ce sujet. Et puis, en termes de services, donc l'IAU nous a transmis des données sur les sites d'activité économique dans le bassin, sur les centres commerciaux de plus de 5000 m², et puis aussi, on a une information sur les tiers-lieux. Et donc, voilà, il y a déjà quand même quelques informations, et on verra par la suite. C'est encore moi. En fait, la question, c'était aussi, là on a des informations économiques sur les territoires, mais ce qu'on aurait besoin aussi d'avoir, c'est peut-être en lien avec les diagnostics qu'on pourrait peut-être intégrer par lien sur certains territoires, parce qu'effectivement, ils ne sont pas forcément toujours sur le même périmètre et il n'y en a pas partout. Mais du coup, on sait que sur certains territoires, il y a eu des diagnostics qui vont très très loin. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien sur la page que vous avez montrée vers ces diagnostics pour avoir justement la stratégie de développement des territoires en termes économiques et puis en termes de métiers, sachant qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc là, on a beaucoup d'informations qui sont très utiles, je dirais, pour avoir une photographie, mais en termes de prospective, aujourd'hui, ça nous manque vraiment. Donc, le travail qui est fait par les territoires est vraiment, je pense au T12 notamment, qui a fait un diagnostic qui va justement sur les compétences en déclin, les compétences d'avenir, avec des passerelles, et avec qui on peut nouer des partenariats, et donc c'est important d'avoir ces travaux-là. Merci. Merci pour ce qui a été fait, en tout cas c'est déjà formidable d'avoir tout ça dans un seul outil. En tout cas, oui, on peut ajouter en lien exactement ce type de travaux qui peuvent être ajoutés sur la page d'accueil, en fait. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous envoyer les liens de choses dont vous avez connaissance, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas forcément après la connaissance de tout ce qui se fait sur les territoires. Donc, mais c'est effectivement tout à fait ce genre de travaux. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'occupe de l'observatoire de l'ESS pour la CRES Île-de-France, récemment, depuis peu de temps. Et donc moi je trouve cet outil très intéressant et si jamais un jour vous voulez intégrer des données sur l'ESS dans cet outil-là, ce qui me paraît très intéressant notamment en cas de diagnostic, parce que le développement de l'ESS dans la région est quand même un élément intéressant et plein de potentiel sur l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. C'est un peu une offre de service pour le coup. On a des données départementales, on a des données par commune, donc, qui sont issues d'ailleurs des mêmes sources que vous, hein. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir un travail en commun sur ce sujet-là et donc de fournir des données aux acteurs sur la question de l'ESS. Eh ben avec plaisir. Ouais, tout à fait. Pareil, donc après vous nous laisserez vos coordonnées. Bon, bah écoutez, voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, donc on vous le répète, hein, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, vos remarques, tout ce qui est nécessaire pour améliorer l'outil. On espère que ce sera utile pour vous sur les territoires. En tout cas. Merci.